avec le fer à quoi ça sert par le professeur Sigismond Lazouki. Alors, je pense qu'il faut faire du partage, si c'est possible. Bonjour Cousin. Dzień dobry. Non, mais ça va s'arrêter là pour le polonais, rassurez-vous. Parce que c'est mon maximum. Le professeur Lazouki vient de Angers et pas de Lille. Pas encore. Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour l'invitation. J'étais tellement impatient que j'ai voulu monter sur scène tout à l'heure. Le fer, à quoi ça sert? Je pense que la question de Delphine initialement c'était beaucoup sur le diagnostic. Je vais parler du diagnostic, mais je vais parler d'autres choses aussi. Les trois messages clés, ça va être que le fer c'est le principal oligo-élément de l'organisme et qu'il est contenu aux 2/3 dans l'hémoglobine et que donc finalement quand on perd de l'hémoglobine, on perd du fer. Et donc pour ceux qui seraient fatigués, le diagnostic de la carence martiale chez le traumatisé, c'est une baisse de l'hémoglobine. Le deuxième point, pour ceux qui seraient un peu plus courageux, c'est qu'on va essayer de discuter de l'intérêt de donner du fer et de vous montrer que finalement pour corriger une anémie post-hémorragique, et y compris dans un contexte de trauma où il y a de l'inflammation, etc., et ben c'est extrêmement lent, et que peut-être que donner du fer ça peut aider, et que enfin, corriger la carence martiale, ça a d'autres intérêts, et notamment pour la récupération, et que ça pourrait aussi bénéficier à nos patients. Alors le fer, c'est important. C'est le principal oligo-élément de l'organisme, et donc, comme je vous l'ai dit, c'est contenu aux 2/3 dans les érythrocytes. Donc on a en gros 3-4 grammes de fer, ça dépend évidemment de sa masse, et donc 3 grammes qui sont dans les globules rouges. Ces globules rouges, au bout de 120 jours, ils sont détruits dans les macrophages tissulaires, et le fer de l'hémoglobine est détruit, récupéré, stocké dans les macrophages tissulaires et dans les macrophages médulaires, et puis stocké en partie dans les hépatocytes, ou les macrophages, les Kupfer. Et ça, c'est 20% du fer, c'est 500 mg de fer à 1 gramme, qui est du fer de réserve. Et puis, comme on détruit du fer en permanence, mais à chaque seconde, on détruit des millions de cellules rouges, on en reproduit des millions, on met ce fer en circulation, et il est lié à ce moment-là dans la transférine. Au passage, le fer dans les cellules, dans le cytosol des cellules est stocké dans la ferritine, et la ferritine, elle n'a rien à foutre dans le plasma, elle est dans les tissus, dans le cytosol, et c'est là que le fer est stocké. Une molécule de ferritine, ça peut contenir 60 000 atomes de fer, ou 0. Et quand vous mesurez une molécule de ferritine, vous ne savez pas combien de fer il y a dedans. Il est remis en circulation, lié à la transférine, qui est le transporteur du fer, dans le plasma, et donc on a besoin de 25 à 30 mg de fer par jour pour resynthétiser les globules rouges qu'on a détruits. Et ça, c'est un circuit qui est complètement fermé. Il n'y a aucune voie de sortie du fer, si ce n'est les desquames, on va le revoir, physiologique. Et puis donc on va absorber tous les jours 1 à 2 mg de fer dans son alimentation, pas du tout pour aller donner 25 mg par jour pour fabriquer des globules rouges. Uniquement parce que le système il a des petites fuites qui sont là, qui sont de 1 à 2 mg de fer par jour, qui sont les saignements, les micro-saignements, les desquamations de cellules, à renouvellement rapide, donc c'est les épithéliums, du tube digestif, la peau, éventuellement un peu de sueur, mais c'est tout. Et donc c'est un système qui est fermé, et ça vous explique pourquoi on absorbe très 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 mal le fer, et donc pas de mystère, mais le fer oral ça marche très mal, non pas parce que c'est pas des quantités, etc. C'est parce que ça, on en absorbe très très peu, parce qu'en fait l'organisme fait tout pour protéger son fer, et comme il sait qu'il ne peut pas le sortir, il limite l'excès par la limitation d'absorption. Et puis enfin, on a 10% du fer qui sont dans les muscles sous forme de myoglobine, et dans toutes les cellules, notamment dans les mitochondries, dans les cytochromes mitochondriaux, et c'est ça qui permet la production d'ATP et d'énergie, parce qu'en fait le fer, c'est ce qu'a trouvé la nature pour transporter l'oxygène dans tout le vivant, et donc dans l'hémoglobine, dans la myoglobine, mais aussi dans les mitochondries. Et donc ça vous explique aussi pourquoi on a des impacts de la carence martiale sur la fatigue, sur la faiblesse musculaire, qui peuvent être indépendants du taux d'hémoglobine et du transport de l'oxygène lié à l'hémoglobine.
Alors ce circuit, il est fermé, et donc il est extrêmement finement régulé. Il est finement régulé par une hormone qui s'appelle l'hepcidine, qui est une hormone peptidique, qui est synthétisée par le foie, qui a une cible qui s'appelle la ferroportine, qui est en fait son récepteur, mais qui est aussi le seul exporteur qu'on connaît, qui permet de faire sortir le fer des cellules de l'intérieur du cytosol, donc où il est stocké, dans la ferritine, vers l'extérieur, où il n'est jamais libre, où il est toujours pris en charge par la transférine, apotransférine quand elle n'a pas de fer, holoferritine quand elle est holotransférine quand elle est saturée. Et là, cette transférine, elle peut avoir 0 atome de fer, 1 ou 2, et donc c'est pour ça que vous avez une saturation de la transférine qui peut aller en théorie de 0 à 100%. Cette ferroportine, elle est exprimée sur les macrophages et sur les entérocytes duodénaux, et donc elle permet ici le recyclage du fer de l'hème, donc les globules rouges ont été détruits, on a récupéré le fer de l'hémoglobine, et il est remis en circulation à partir de là. Ou alors ici au niveau digestif, on absorbe le fer par la bordure en brosse, donc un transporteur, peu importe, un 2, et puis au pôle basal par la ferroportine, où ça va passer dans le cytosol, dans le plasma, pardon, et donc retourner soit au lieu d'utilisation dans la moelle, soit dans des lieux de stockage dans les macrophages. Cette hepcidine, elle est induite par la surcharge en fer. J'ai trop de fer, je mets de l'hepcidine, et du coup j'empêche d'augmenter mon fer en limitant l'absorption. Et par l'inflammation, ou dès que j'ai un peu d'inflammation, l'hepcidine monte, et du coup je limite l'absorption digestive du fer, mais je limite aussi le recyclage du fer. C'est pour ça que quand vous avez de l'inflammation, vous avez une saturation de la transférine qui chute, mais très très vite, en quelques heures, et parce que le fer ne sort plus, alors que ça c'est un processus qui est extrêmement dynamique, hein. Toutes les minutes ou toutes les secondes, on détruit les globules rouges, on en refabrique et on sort du fer qui est en circulation. De l'autre côté, si je stimule l'érythropoïèse ou que j'induis de la carence martiale, donc par exemple par un saignement, eh ben, je vais réprimer la synthèse d'hepcidine pour essayer d'améliorer l'utilisation du fer. Donc en résumé, le fer est fermé, il y a un recyclage du fer héminique, il n'y a pas de voie d'excrétion, et tout ça est régulé par l'hepcidine, où globalement, quand on a trop de fer, l'hepcidine monte, quand on n'a pas assez de fer, l'hepcidine baisse. Enfin, 2/3 du fer c'est dans l'hémoglobine, donc si je perds de l'hémoglobine, je perds directement mes réserves en fer. Alors, pour le trauma, puisque c'était la question, dans l'anémie du trauma, on a deux grands mécanismes. On a bien sûr des saignements, on n'a pas arrêté d'en parler je pense toute la journée, et puis de l'inflammation liée au trauma, et finalement ce saignement et cette inflammation vont faire baisser le taux d'hémoglobine, un petit peu comme ce qu'on retrouve en réanimation, avec probablement dans le trauma un peu plus de part de saignement, mais en réanimation on a ça avec les phlébotomies répétées pour les prises de sang, avec éventuellement évidemment de la chirurgie. Et donc je vais faire des analogies parce qu'il n'y a pas énormément de données sur le trauma et fer au métabolisme du fer, mais il y en a beaucoup, il y a un peu plus en réanimation, donc je ferai l'analogie avec l'anémie de réanimation. Et la première donnée qui est importante, ça c'est des données d'une énorme cohorte Australie, donc 6900 patients. Là vous avez les 2500 patients chirurgicaux de réanimation qui sortent de réanimation. Donc 91% des patients qui sortent de réanimation chirurgicaux avec de l'anémie, et vous voyez le suivi à 1 an. Donc pour ceux qui n'étaient pas anémiques, eh ben 20% sont anémiques à 1 an. Pour ceux qui avaient une anémie modérée, on en a 40% qui sont anémiques à 1 an, et puis ainsi de suite. Et donc globalement, à 1 an, vous avez entre 20 et 60% des patients qui sont encore anémiques après leur séjour de réanimation chirurgicale. C'est extrêmement lent de corriger une anémie en post-chirurgie, en post-réanimation, dans ce contexte mixte où il y a de l'inflammation et du saignement. Et quand on regarde juste même ce qui se passe, non pas chez des patients où il y a de l'inflammation, etc., juste un volontaire sain qui va donner une poche de sang, 500 ml, saignement ridicule, grade D de trauma, et ben vous voyez, il donne son sang, et on regarde l'évolution de l'hémoglobine, et ben en médiane, il faut 160 jours pour les patients qui avaient un peu de carence partielle pour récupérer 75% de son taux d'hémoglobine de départ chez les volontaires sains. 160 jours, c'est 6 mois, pour que la moitié soit à 75% de leur taux d'hémoglobine de départ. Quand ils n'avaient pas de carence martiale, 80 jours, donc presque 3 mois, 2 mois et demi, pour que la moitié
soit à 75% dans ton hémoglobine de départ. On peut donner du fer oral à ces donneurs de sang, et là, en 30 jours, en un mois, ils reviennent à peu près à leur taux d'hémoglobine de départ, mais dans aucun cas, ils arrivent à obtenir des ferritines qui sont en dehors de la carence partielle, donc ils ne corrigent pas la carence partielle, ils corrigent partiellement leur anémie. Donc, le message, c'est que quand on a saigné, ou qu'on a été opéré en réanimation, eh ben, on va mettre très longtemps à récupérer son taux d'hémoglobine. Et que ce taux d'hémoglobine bas, c'est une perte de fer, donc c'est une carence partielle. Alors on peut essayer de faire le diagnostic de carence partielle avec les outils habituels, les outils recommandés, c'est la ferritine. Comme je vous l'ai dit, la ferritine, ça représente les réserves en fer. Et donc ça, il n'y a pas de discussion, quelle que soit la situation. Quand la ferritine est basse, les réserves en fer sont basses. Et puis, on a la saturation de la transférine, ou le coefficient de saturation de la transférine. Et donc ça, quand cette saturation est basse, ça veut dire qu'on a peu de fer qui est en circulation. Alors soit parce que les réserves sont basses, donc on en met peu en circulation, soit parce que la sortie est bloquée. Et donc ça, une saturation basse, c'est moins de 20%, ferritine basse, c'est moins de 100%. Et ben ça fait partie, c'est une carence partielle fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on a peu de fer en circulation, ça ne veut pas forcément dire que les réserves sont effondrées. Notre problématique, alors donc voilà, si la ferritine est inférieure à 30, c'est une carence partielle absolue. Si elle est inférieure à 100 et que la saturation est basse, c'est aussi une carence partielle absolue, surtout s'il y a un tout petit peu d'inflammation. Mais ça, malheureusement, on ne l'a pratiquement jamais en réa ou après un trauma, voire après de la chirurgie. S'il y a une ferritine qui est basse et une saturation qui n'est pas basse, c'est que les réserves sont basses, mais que ça n'a pas encore eu d'impact sur le transfert du fer dans la circulation. Et puis après, dans les situations où la ferritine est supérieure à 100, eh ben, quand les saturations est inférieure à 20%, ben, ça veut dire, et ça c'est ce que vous avez dans 99% des patients de trauma ou de réa, eh ben, ça veut dire qu'on ne sait pas, il y a peu de fer en circulation et on ne sait pas exactement où en sont les réserves. Et si la saturation est supérieure à 20% et que la ferritine est supérieure à 100, il n'y a pas de carence, mais ça c'est encore une fois exceptionnel. Parce que le problème, c'est que dès qu'on a un tout petit peu d'inflammation, eh ben, la ferritine augmente de façon exponentielle et elle n'est plus du tout liée aux réserves de fer. Et en plus, cette induction de ferritine par l'inflammation, elle se poursuit avec le temps, parce qu'il y a une induction même de synthèse de la ferritine qui augmente. Il y a une partie qui est de destruction des cellules, qui fait que la ferritine est libérée du cytosol dans le plasma, initialement, puis une induction de la synthèse. Et donc d'ailleurs, quand on regarde, on avait fait ça en multicentrique, on avait regardé la carence partielle à la sortie de réa en prenant ces seuils, là, 100 de ferritine, on se retrouve avec alors 13% des patients traumatisés dans cette série, 10%, enfin 9% de l'ensemble de la cohorte qui avait de la carence partielle selon ces critères. Et en fait, il faut attendre 6 mois, on les avait suivis à 6 mois pour regarder, et là on avait 30%, donc un tiers de la cohorte qui avait de la carence partielle alors qu'ils n'en avaient pas au départ. C'est contre-intuitif d'imaginer qu'il y avait plus de carence partielle à distance. En fait, c'est juste qu'on n'était pas capable de faire le diagnostic parce qu'il y avait une ferritine qui restait élevée, mais avec de l'inflammation au départ. Il fallait attendre que l'inflammation redescende, et puis aussi qu'en corrigeant son hémoglobine, on enlève le fer des réserves pour le mettre dans l'hémoglobine, et donc on induit une carence partielle, en tout cas on la met en évidence. Donc ces marqueurs, ils sont très peu utiles, mais malgré tout, quand on a une ferritine basse à la sortie, on a plus de fatigue à la sortie et plus de fatigue à un mois de la réa. Donc il y a quand même un impact de la carence partielle diagnostiquée par une ferritine inférieure à 100 sur la fatigue des patients, mais on sous-diagnostique probablement de façon majeure les patients. Donc il y a d'autres marqueurs qui sont proposés, que sont le récepteur soluble à la transférine et la zinc-protoporphyrine. Alors je vais essayer d'aller assez vite, mais le récepteur de la transférine, c'est ce qui permet de capter la transférine dans les érythroblastes. Donc là on est dans la moelle, pour internaliser le fer et fabriquer de l'hémoglobine. Et si on a une grande demande de la moelle et qu'en face on a très peu de fer qui arrive, parce qu'il y a peu de transférine saturée, et ben, il y a une partie de ces récepteurs qui va être clivée et qui va se retrouver dans la circulation. Donc globalement, ces récepteurs solubles, donc qui se retrouvent dans la circulation, ce qui n'est pas leur place, et ben, c'est un reflet d'une demande importante en fer qui n'est pas couverte par les apports. Bon, la zinc-protoporphyrine, je vais aller très vite. La protoporphyrine, c'est
dernière étape de synthèse de l'hème, comme vous vous en souvenez tous. Et donc là, au lieu d'inclure du fer pour faire de l'hème dans la protoporphyrine, on inclut du zinc. Et donc quand on mesure dans les globules rouges, des globules rouges qui ont de la zinc protoporphyrine, bah, c'est des globules rouges qui ont été synthétisés avec du manque de fer lors de leur... voilà. Bon, c'est très peu utilisé, un peu dans les hôpitaux de pédiatrie, et puis le récepteur sur la transférine, ça coûte assez cher, et c'est peu diffusé, et finalement les choses qui ne coûtent pas très cher, et qui sont recommandées, c'est le pourcentage de globules rouges hypochromes et le contenu réticholestérone hémoglobine. Le pourcentage de globules rouges hypochromes, ce sont, en fait, quand vous faites une numération, il y a un FACS scan, et pour chaque cellule, vous mesurez son hypochromie éventuelle. Au lieu de faire le CCH sur l'ensemble des globules rouges, vous le faites cellule par cellule, et quand vous avez plus de 10% des cellules qui manquent d'hémoglobine, et ben ça veut dire que donc plus de 10% de globules rouges hypochromes, ça veut dire que vous avez une carence martiale. On a la même chose avec les réticulocytes, on mesure la quantité d'hémoglobine dans les réticulocytes, si c'est moins de 29 picogrammes, et ben ça veut dire que ces globules rouges, ces réticulocytes pardon, qui sont sortis de la moelle avec pas assez d'hémoglobine, donc probablement pas assez de fer pour être synthétisé. La différence entre les deux, c'est que les globules rouges, ça vit 120 jours dans la circulation, donc pour avoir 10% de globules rouges hypochromes, ben en fait vous avez un reflet d'il y a 3 mois, et donc c'est pas utilisable en aigu, c'est utilisable pour faire un diagnostic de carence chronique. Les réticulocytes, ça vit 48 heures dans la circulation, donc si vous avez une carence martiale aiguë qui s'installe, vous allez pouvoir le voir apparaître. Donc ces différents marqueurs, ils ont été utilisés en réanimation, et du coup, quand on n'utilise que la ferritine, ben on a 9% de carence martiale, ce qu'on avait retrouvé nous. Quand on utilise d'autres marqueurs, on va autour de 40% de carence martiale chez les patients de réanimation. Là, il y a du trauma, mais pas que. Et ces patients, ça a un impact, puisque quand on a ici des patients qui ont une carence martiale fonctionnelle, donc qui étaient des pourcentages de globules rouges hypochromes augmentés, et ben 35% des patients à l'admission en réa, et ces patients, comme vous le voyez, ils ont une durée de séjour qui est prolongée par rapport aux patients qui n'ont pas de carence martiale. Dans cette étude-là, nous avons fait les contenus réticholestérone et hémoglobine. Ceux qui avaient un contenu bas, eh bien, ils étaient plus transfusés que les autres, ça c'est à l'admission en réa. Et là encore, 37% de carence martiale à l'entrée. Et ces patients avec une carence martiale à l'entrée, plus d'insuffisance rénale, plus d'infection et des séjours prolongés en réanimation. Donc ça c'est quelque chose qui dit qu'il y a un signal que la carence martiale, ça a un impact sur le devenir des patients. Alors, dans notre situation, les deux meilleurs, je vous ai dit, c'est l'hypochrome et le rétacheux. Donc c'est d'ailleurs les recommandations de la société britannique d'hémato pour faire le diagnostic de carence martiale dans les situations inflammatoires, mais ils pensent plutôt au cancer. Le problème, c'est que c'est perturbé s'il y a la transfusion, puisqu'on n'a plus les globules rouges, et donc c'est pas très utilisable. Et donc ce qu'on pourrait utiliser, c'est l'hepsidine, comme je vous ai dit, c'est l'hormone qui régule le fer, et donc quand il y a trop de fer, elle augmente, quand il n'y a pas assez de fer, elle baisse, et donc quand elle est basse, on peut se dire qu'il y a de la carence, quand elle est haute, on peut se dire qu'il n'y en a pas. Et en plus, il faut que l'hepsidine soit basse pour que le fer soit utilisable, donc en plus ça pourrait nous dire que le fer, on pourrait donner du fer, et que si elle est très élevée, ça ne sert à rien de donner du fer, parce qu'il passe par les macrophages pour être utilisé. Donc effectivement, on peut avoir des situations où l'hepsidine est augmentée quand il y a de l'inflammation, anémie of chronic disease ou anémie de l'inflammation, et elle est diminuée dans la carence martiale. Nous, on l'avait fait aussi en réa, et on avait pu trouver un seuil pour définir la carence martiale. Alors là, c'est méthode ELISA, donc j'insiste pas parce qu'elle n'est pas forcément disponible. Et on a regardé sur la cohorte de Frog ICU, donc on avait 1160 patients qui étaient vivants à la sortie de réa et qui avaient un dosage du plasma pour faire un dosage d'hepsidine. Et ben ces patients, bon ça je vais passer vite, on avait grâce à l'hepsidine pu diagnostiquer à peu près 37% de carence martiale, et vous voyez qu'avec l'hepsidine basse, on identifie, avec la ferritine, on n'identifie qu'une partie des patients et une grande partie ne serait pas identifiée, et avec des choses plus compliquées, les récepteurs solubles de transférine soluble de ferritine, c'est pareil, on a une partie de patients identifiés, mais on a une grande partie qui n'est pas identifiée. Donc il y a une concordance avec la ferritine, mais on identifie d'autres patients, et les patients qui avaient une hepsidine basse, c'est-à-dire inférieure à 20, ils avaient une augmentation de la mortalité à 1 an de la sortie de réanimation,
et ils avaient aussi une diminution de leur score SF36 physique, donc une moins bonne récupération à 1 an. Donc l'hepcidine pourrait être un marqueur de carence partielle, puisque c'est la question comment tu pourras diagnostiquer. Le problème, c'est qu'effectivement, ça reste plutôt des données de recherche, mais c'est un marqueur qui est associé à de la mortalité et du devenir. Donc en pratique, nous, notre situation, c'est qu'on a un patient qui arrive des chocs ou sur la route, qui a un taux d'hémoglobine qu'on va considérer comme normal, ça saigne, et après il a un taux d'hémoglobine qui est plus bas. Et donc encore une fois, c'est très simple, la différence entre les deux, donc on n'a pas forcément le taux d'hémoglobine de départ, mais je vous rappelle que l'hémoglobine normale, c'est pas 7 grammes, hein, c'est 15, et ben la différence entre les deux, c'est du fer qui est perdu. Donc, c'est de la carence martienne. Alors, est-ce que ça a un impact sur les patients? Alors, je vais revenir sur le taux d'hémoglobine, un peu ce qu'on disait ce matin, enfin tout à l'heure plutôt avec Fabio. Le taux d'hémoglobine, il est très mal lié au transport en oxygène. Vous voyez ici, donc ça c'est des patients avec de la VO2 mesurée en préopératoire, et vous voyez le lien entre la VO2 maximale et la concentration d'hémoglobine, c'est plat. Il n'y a aucun effet. En revanche, il y a un lien entre la masse érythrocytaire et la VO2. Et la masse érythrocytaire, ça explique 44% de la variance, ça veut dire que, en gros, c'est pas toute la VO2, mais c'est un peu moins de la moitié de la VO2 qui est expliquée par la quantité d'hémoglobine qu'on a. Je vous fais réfléchir à ça parce qu'en fait, en post-trauma, post-op, post ce qu'on veut, le baisse du taux d'hémoglobine, ça peut être de l'hémodilution avec une masse érythrocytaire qui n'a pas bougé. Et donc, on a beaucoup de choses comme ça. Et donc, réagir, je vais transfuser parce que l'hémoglobine elle est à 6,9 et on m'a dit c'est 7, ou elle est à 9,2 et on m'avait dit que c'était 10, je m'en fous, ça n'a pas beaucoup plus de sens que ça, et ça vous explique aussi pourquoi de temps en temps ça ne change rien au transport en oxygène. Et donc les équations de transport en oxygène, concentration d'hémoglobine, j'augmente, ça va augmenter le transport, c'est faux. Et voilà. Malgré tout, ce taux d'hémoglobine, ici, alors on est sorti du trauma, etc., c'est du post-op de chirurgie cardiaque, mais c'est pour vous montrer l'impact de l'anémie sur la récupération des patients. Et donc effectivement, quand on regarde le taux d'hémoglobine à la sortie et qu'on voit le test de marche de 6 minutes sur les patients opérés du cœur, et bien pour ces patients qui avaient moins de 10 grammes d'hémoglobine, le test de marche de 6 minutes il est moins bon quand ils arrivent au centre de rééducation, et il est meilleur quand ils sont au-delà de 12 grammes 5. Et puis, quand ils vont sortir du service de rééducation, eh ben vous voyez que ils ont augmenté leur test de marche de 6 minutes, donc la rééducation, ça sert à quelque chose. Et là, c'est pareil, c'est quand ils sont au-delà de 12 grammes qu'il y a un lien avec une augmentation de leur test de marche de 6 minutes, de leur capacité d'effort avec le taux d'hémoglobine. Et donc ça, d'ailleurs, on n'aura jamais de la transfusion, on ne va pas transfuser à 12-13 grammes d'hémoglobine pour augmenter ça. Donc il y a aussi un objectif à pouvoir monter l'hémoglobine à ces valeurs-là avec l'hémoglobine du patient propre. Et puis ceux qui avaient des hémoglobines inférieures à 10, ben, ils restent plus longtemps en rééduc. Donc ça a un impact, l'anémie, sur la récupération des patients. La carence martiale, ça a aussi un impact. Donc là, c'est du modèle animal. C'est des rats qui vont être carencés en fer et saignés et retransfusés. Et puis il y a des rats carencés qui vont être traités avec du fer. Et puis il y a des rats contrôle. Donc en pratique, les animaux, on les saigne et on les dilue pour les mettre à 6 grammes d'hémoglobine. Puis après on les retransfuse pour les mettre à 8, à 10, à 12, et puis difficilement on essaye 14 grammes d'hémoglobine. Et ces animaux, à chaque étape, on les fait courir sur un tapis roulant, et on regarde combien de temps ils peuvent courir, et quand on les augmente de 6 à 10 grammes d'hémoglobine, et bien globalement, ils augmentent leur temps de course, et là, entre 8 et 10, ils atteignent un plateau, ils ne courent pas plus qu'on les mette de 8 à 12 grammes d'hémoglobine ou pas. Mais tout en bas, vous avez les animaux carencés en fer, et eux, on les transfuse, ben, il ne se passe rien du tout. Ils n'arrivent pas à courir plus vite. Encore une fois, discordance entre le taux d'hémoglobine et la capacité d'effort, avec en revanche un impact sur la carence martiale. Vous pouvez me dire que vous n'y croyez pas. Donc on a fait un autre modèle animal, qui est un modèle de carence sans anémie, de souris. Et donc ces animaux, on voit ici que le fer est bas, et puis après on les a traités, donc le fer remonte là dans la rate et dans le foie.
l'hepsidine est effondrée, ok, et puis le fer dans le cœur est diminué. Et puis ces petites souris, on les fait nager en les coulant, donc ça c'est pour des gens pervers, donc c'est pas moi qui les fais évidemment. On les fait nager et on voit le temps où elles peuvent survivre dans le seau. Enfin, le seau à la fin, hein, parce qu'il faut bien les sacrifier. Et donc on voit que les souris carencées, oui c'est compliqué, hein. Les souris, personne de la SPA, les souris carencées, eh ben, elles nagent moins longtemps, et puis pareil on les fait courir sur un rot-à-rod, elles courent moins longtemps, et quand on leur donne du fer, mais c'est une semaine après, hein, elles retrouvent leur capacité de nage et leur capacité de course, donc une amélioration de la fonction musculaire sans, je vous ai pas mis les taux d'hémoglobine là, mais sans variation des taux d'hémoglobine, c'est vraiment la carence en fer. Et d'ailleurs, on a mesuré la FEVG échographique, et la FEVG était diminuée chez les carencés, récupérée après correction de la carence martiale par du fer. Et j'ai pas le temps de tout détailler. On a mesuré l'activité des complexes mitochondriaux, et on a retrouvé une diminution de l'activité des complexes 1 mitochondriaux, qui est restaurée après le traitement par le fer. Et donc, c'est bien au niveau de la production d'énergie cellulaire, et donc là, notamment dans le myocarde, puisque ça c'était au niveau du myocarde, qu'on a une correction, enfin un impact par la carence martiale, mais qui est corrigé en quelques jours et pas du tout après avoir augmenté le taux d'hémoglobine 3 semaines plus tard, etc. Parce que, encore une fois, il n'y a pas d'anémie dans ce modèle. Ça existe aussi chez l'homme, puisque dans cette étude multicentrique sur l'insuffisance cardiaque, donc on sort un peu du sujet, mais avec des taux d'hémoglobine bas ou normaux, les patients avec une carence martiale définie comme ça, moins de 100 de ferritine ou moins de 300 de ferritine avec moins de 20% de saturation, ils recevaient du fer ou du placebo, et je vous montre directement ce test de marche de 6 minutes, où on voit que les patients traités avec du fer, ils améliorent leur test de marche de 6 minutes dès la 4e semaine, et ça c'est vrai chez les patients anémiques ou non anémiques. Donc la correction de la carence martiale, indépendamment du fait d'avoir une anémie ou pas, améliore la fonction musculaire, et chez l'homme aussi. Donc donner du fer, ça peut avoir un intérêt pour améliorer et traiter le taux d'hémoglobine, et ça peut avoir un intérêt pour améliorer la fonction musculaire et donc de la récupération, éventuellement indépendamment du taux d'hémoglobine. Donc comment on peut le faire en IV ou en péros? Donc je vais aller encore plus vite. L'absorption digestive, je vous ai dit, c'est la norme 2 DMT1. Je vous ai expliqué qu'il y avait une diminution de l'absorption importante. Juste pour montrer que je vous ai expliqué le blocage ici au niveau de la ferroportine, il y a aussi un blocage au niveau de la bordure en brosse, donc plus on donne de fer, moins on exprime le récepteur. Ça vous explique ces études qui montrent que quand on donne du fer oral, eh ben, en fait on a moins de 10% d'absorption, et plus les jours avancent, moins on absorbe de fer, et globalement, quand on donne un mois de traitement avec 100 mg, enfin 60 mg de fer, eh ben on donne 130 ou 170 mg en un mois. Et donc si je veux donner 1 g de fer, eh ben j'en ai pour 6 mois. Donc c'est un problème de dose, et c'est pour ça que le fer oral marche moins bien que le fer IV sur le taux d'hémoglobine ou la transfusion. C'est qu'un problème de dose, c'est pas un problème de coût du médicament ou quoi. Alors je vais vous donner maintenant quelques données qui sont plus des données de périopératoire, parce qu'en traumato il n'y a pas énormément de choses, sur le fait de donner du fer en post-op. Donc ici, on donnait du fer en post-op immédiat, et ben vous voyez que ça, dans les prothèses de genoux, c'est une étude randomisée contrôlée, et ben ça a réduit de 50% le taux d'anémie à un mois. Donc ça permet de corriger le taux d'hémoglobine beaucoup plus vite que ce qu'on fait habituellement, et encore une fois, c'est très lent de récupérer une anémie. Ici en ortho, la même chose, à un mois, diminution du taux d'anémie de façon quasiment de 50%, et moins de fatigue à un mois chez les patients qui avaient 10 grammes d'hémoglobine quand ils ont comparé fer IV versus fer oral en post-opératoire. Pareil ici, dans un modèle où il y a beaucoup plus d'inflammations qui sont des gastrectomies, et on voit qu'on diminue de façon importante l'anémie à un mois aussi, et on corrige la carence martiale, alors que dans le groupe placebo, il y a une carence martiale en plus de l'anémie qui s'installe. Et cette étude qui est la plus importante, qui a fait du J1 post-op, donc exactement ce qu'on pourrait faire en post-trauma, etc., beaucoup d'ortho, mais pas que, qui ont inclus des patients qui avaient entre 7 et 12 grammes d'hémoglobine et une ferritine inférieure à 100 ou une saturation inférieure à 20%,
En fait, comme je vous le disais, en post-op, quand ils ont été inclus, ils ont 12% de saturation de transférine. Donc en fait, ils ont tous un syndrome inflammatoire avec une transférine basse. Ils ont 300 de ferritine, donc ils ont tous une ferritine haute. Donc ça ne sert à rien de faire le dosage. Et en fait, ils ont fait un diagnostic de carence partielle sur la baisse de l'hémoglobine. Donc là, ils ont donné du fer ou pas, du fer IV 1 gramme à J1 post-op. Ils augmentent le taux d'hémoglobine à 4 semaines. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'ils ont réduit la transfusion, réduit les infections, réduit les durées de séjour et amélioré la fatigue physique à 1 mois, enfin à 4 semaines et à 12 semaines chez ces patients. Donc une meilleure récupération à distance. On peut faire de l'hepsidine, comme je vous l'ai dit. Donc nous on l'a fait en réanimation, on a randomisé les patients pour donner du fer selon le taux d'hepsidine ou pas. Et donc ce qu'on a montré, c'est qu'on diminuait la mortalité à 1 an, ici à 90 jours et là à 1 an, des patients qui étaient diagnostiqués par de la carence partielle avec de l'hepsidine et traités versus des patients standards pour lesquels on n'avait pas de dosage d'hepsidine, enfin on avait un dosage d'hepsidine qui n'était pas donné et où on faisait comme d'habitude. Et donc diagnostiquer la carence partielle avec l'hepsidine, ça pourrait être intéressant ici encore pour réduire la mortalité, et c'est cohérent avec notre étude qui montrait, observationnelle, qui montrait que l'hepsidine basse, ça prédisait la mortalité. Donc pour conclure, parce que je sens une pression énorme, la perte d'hémoglobine, c'est une perte de fer. 1 gramme par décilitre en moins d'hémoglobine, ça représente entre 200 et 400 mg de fer en fonction de sa masse corporelle. La récupération d'un saignement, c'est extrêmement long, mais ça se compte en mois. Et nous, on ne voit plus les malades à ce moment-là. Alors que si on leur fait une dose de fer au départ, ça améliore à J30 le taux d'hémoglobine. Et il y a un intérêt du fer IV pour corriger l'hémoglobine, mais aussi pour améliorer la fonction musculaire, la fatigue, etc. Je vous remercie. Si ça vous intéresse, un petit congrès à la tête. Merci beaucoup. Vous n'avez pas de programme, vous n'avez pas combien de temps? Ouais, désolé. Peut-être une petite question rapide. Dans quel délai on serait amené à passer le fer IV après un trauma dès le moment où ça s'arrête de saigner ou un peu à distance? Il y a un délai idéal? Alors, d'une façon générale, ce sera toujours plus utilisable quand il y a moins d'inflammation. Donc on peut attendre. Deuxième point, la réponse au fer en termes de taux d'hémoglobine, puisque nous la première chose qui va nous inquiéter, c'est quand même le taux d'hémoglobine. Et il y a une partie de la question qui est: est-ce que je peux donner du fer pour éviter de transfuser à un moment où j'ai le patient un peu limite? La réponse au fer, elle est linéaire. C'est pas du tout comme de l'EPO, où je vais prendre des CFU que je vais mettre dans la voie rouge et qui vont mettre 15 jours ou 10 jours à répondre. Là, j'ai dans ma moelle des pro-érythrocytes à toutes les étapes de synthèse, et donc je vais accélérer leur sortie de la moelle. Et donc on peut gagner 0,1 point tous les 2 jours d'hémoglobine. Donc si on veut augmenter le taux d'hémoglobine le plus tôt possible, si on veut que ce soit efficace globalement et qu'il n'y a pas une urgence à augmenter le taux d'hémoglobine, on peut attendre qu'on ne soit pas à J1 de l'inflammation, au pic de l'inflammation. Voilà. Et ensuite il faut le faire avant qu'on retire la voie veineuse, si c'est en post-op, enfin, ou dans les étages après ou quoi. Mais ce qu'on a vu, c'est que même des gens qui donnent le fer en intra-opératoire, c'est efficace sur la suite. Donc ensuite, c'est plus des problèmes organisationnels, de dire moi j'y pense, peut-être que celui d'après il ne pensera pas. Et donc c'est possible de le donner dès tout de suite, quoi.